Facebook et du coup, voilà. Voilà. Il y a également un enregistrement qui est là. On va simplement patienter 2 petites minutes avant de lancer cette table ronde, le temps d'être sûr, moi, techniquement, que le live marche bien. Je vérifie et puis comme ça, on pourra se lancer. Ben, écoutez, super. Bonjour à tous et à toutes, du coup, et puis ben, merci d'avoir répondu à notre invitation, du coup, pour cette petite table ronde sur la soumission chimique, du coup, qui prendra la forme d'un échange, à la fois d'abord avec les intervenants et intervenantes, du coup, sur ben, les constats, les enjeux et la prévention, et puis après, l'idée, c'est d'avoir un réel échange avec les spectateurs, notamment ben, sur les questions qu'ils peuvent avoir, et notamment au sein des associations étudiantes. On aura un petit 45 minutes de questions où on va s'échanger la parole et puis avoir les visions de tout le monde, les expertises sur la thématique que vous avez pu acquérir à travers vos expériences, à travers les sondages et puis à travers les échanges qu'on a pu avoir dans les milieux associatifs ou professionnels. Et puis après, on pourra revenir ensemble sur les différentes questions. Donc, c'est un format qui a pour objectif d'être le plus interactif possible. Je commencerai par animer la première partie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Jérémy Labo et je suis vice-président en charge de l'innovation sociale à la FAGE. La FAGE, c'est la première organisation étudiante de France. On regroupe 2000 associations partout sur le territoire et on agit notamment pour bah, sécuriser le milieu festif et puis bah, accompagner les étudiants et étudiantes. Je suis accompagné du coup de Bleuhen de la FAGE ce soir, qui est chargé de prévention et de promotion de la santé à la FAGE et qui animera le deuxième temps. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse soit les mettre dans le chat Facebook de la diffusion, soit également lui envoyer directement par Messenger pour celles et ceux qui la connaissent. N'hésitez pas à le faire. Voilà, cette petite table ronde sera également redisponible, je pense, derrière sur YouTube ou au moins sur nos réseaux sociaux pour permettre au plus de monde de se voir. Donc, on a plein d'intervenants et d'intervenantes qui nous font le plaisir d'être avec nous. Et donc, je vais peut-être les laisser se présenter ou du moins présenter leur structure. Du coup, peut-être qu'on peut commencer par Cindy, tiens, si tu es là. Avec grand Et plaisir. Actrite, plutôt, pour Actrite. Je suis là, désolée, j'ai des problèmes de bande passante, donc je ne mets pas ma vidéo, mais je suis là. Donc, je suis cofondatrice de l'association Act-Right, qu'on a fondée avec Marion Delschlepp il y a 3 ans maintenant, pour rendre la nuit plus safe, mixte, inclusive et respectueuse de l'environnement. Vraiment, nous, on est basé sur le secteur des musiques actuelles au départ. Et donc, l'idée, c'est de créer un label, des formations, faire de la prévention, mettre en place, aider les professionnels de notre secteur à mettre en place des protocoles d'action concernant les violences et harcèlements sexistes et sexuels au sein de leurs entreprises, mais aussi de leurs événements, entre autres. Et on a aussi organisé ce premier GT de réunion interassociation qui travaille sur donc, les violences, harcèlement sexistes et sexuels, mais aussi sur la réduction des risques, pour parler effectivement du plan anti-GHB, de la soumission chimique, de se remettre toutes et tous sur une même grille de lecture et de pouvoir faire un schéma de 3 autres GT dans l'année et d'avoir un plan de travail à proposer aux institutions en fin d'année. Merci beaucoup. Maintenant, on va peut-être laisser se présenter. Bah, balance ton bar, peut-être Paris pour commencer. Bonjour à tous. Alors moi, je suis derrière Balance ton bar Paris. J'assure donc la gestion du compte. J'ai aussi co-géré le mouvement Balance ton bar lors de sa création à Bruxelles, avant le lancement donc des comptes français. Donc moi, je collecte les témoignages au quotidien. J'essaie d'orienter les victimes vers les ressources utiles qui leur permettraient
d'emmener en fait cette agression plus loin en justice, au niveau de sa santé ou tout simplement des ressources utiles pour pouvoir parler. Et je m'assure du coup de recenser également un peu toutes ces violences sexuelles, sexistes, cet harcèlement et aussi le phénomène de soumission chimique qui a été en fait ce qui a lancé ce mouvement, en tout cas à Bruxelles, et puis ensuite ce qui a mené à ma décision de créer ces comptes-là à l'échelle de la France. Voilà, donc je tiens à préciser donc, que moi, pour l'instant, donc, je gère Balance ton bar Paris. Entre-temps, les autres comptes sont gérés par d'autres personnes, dont Balance ton bar Grenoble, qui est ici aujourd'hui, qui va s'exprimer pour son compte personnel. Je ne pouvais pas faire une meilleure transition, du coup, on te laisse la parole. Bonjour, du coup, moi je gère le compte Balance ton bar Grenoble. Je récolte les témoignages et je fais simplement un média là-dessus. Et je suis très en lien avec le tissu associatif grenoblois. On a fait beaucoup de choses à la base avec la mairie grenobloise qui nous a pas beaucoup soutenus au départ. Et en fait, on a pu mettre des choses en place au niveau militant plutôt et moins au niveau municipal, quoi. Super, il me semble que, extrêmement en lien avec vous, du coup, il y a le collectif Héroïne 95, peut-être pour le présenter, je vais te laisser le faire. Merci pour la transition. Donc, on est un collectif issu du Val d'Oise, enfin né dans le Val d'Oise, mais on agit un peu au niveau national ou international en collaborant avec d'autres collectifs. Et puis moi, je fais partie du collectif. Je suis juste chargée de gérer les réseaux sociaux. Donc, c'est principalement moi qui étais en contact avec les victimes qui nous ont contactés suite à l'appel à témoins qu'on avait lancé pour une amie d'une membre de notre collectif qui avait subi la soumission chimique le week-end d'Halloween. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à énormément travailler sur le sujet suite à cet appel à témoins et à tous les témoignages qu'on a reçus. C'est mieux avec un micro. Super, ben, merci à vous également. Et du coup, on va finir par Samira, qui se présentera mieux que je ne peux la présenter elle-même. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Samira Djeza, je suis médecin, je travaille à l'hôpital Fernand Vidal. Donc, j'ai été expert depuis, on a commencé le travail de façon officielle en 2003 avec des analyses rétrospectives sur la soumission chimique, mais j'avais également développé une consultation de soumission chimique pour les victimes de soumission chimique, notamment pour celles qui ne déposaient pas plainte. Donc, ça passait par une consultation médicale avec des prélèvements vers la fin des années 90. Mais je n'avais pas autant de victimes, si j'ose dire, parce que je ne recevais que celles qui ne déposaient pas plainte. Donc, notre objectif, c'est aussi de pousser les victimes à déposer plainte pour une prise en charge meilleure par des médecins légistes et par les toxicologues dans le cadre d'un prélèvement d'analyse toxicologique. Voilà, donc, comme je disais, je suis en train de faire tout un bilan des 18 ans justement de soumission chimique et vulnérabilité chimique, parce qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est soumission chimique, où il y a quand même une préméditation pour passer à l'acte, en utilisant la substance comme une arme, en fait, pour affaiblir la victime, pour la rendre vulnérable, et ensuite agir. Alors que la vulnérabilité, c'est toute personne qui va s'amuser et qui boit de l'alcool ou qui prend d'autres substances et qui, à ce moment-là, elle est dans un état de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle subit des violences, elle subit des actes alors qu'elle est sous influence d'une substance qu'elle a consommée volontairement. Voilà, donc il y a quand même des analyses à faire entre les deux. Enfin, j'ai été un peu loin dans la présentation. Non, mais c'était bien aussi. Merci pour ces précisions. Peut-être justement pour rentrer directement dans le sujet, depuis
nous, depuis plusieurs années, mais depuis la rentrée 2021 spécifiquement, le sujet du GHB et puis plus globalement de la soumission chimique, il est revenu sur le devant de la scène. Je vais peut-être d'abord donner la parole à Héroïne, puisqu'elles ont réalisé une enquête, avec le collectif en tout cas. Quel constat on peut faire actuellement de la situation et peut-être quel constat vous faites au niveau de Héroïne sur cette question de la soumission chimique et notamment de MeToo, GHB, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut en tirer par rapport à cette année en particulier et puis plus globalement sur cette question-là? Alors, merci de me donner la parole, mais je vais transmettre la parole à Balance ton bar Paris. Parce que, bon, effectivement, nous, on a on a reçu beaucoup de témoignages de Paris dans un premier temps, mais ensuite, le compte Balance ton bar Paris a été plus connu suite à la médiatisation et du coup, a pu avoir énormément de témoignages. Donc, Balance ton bar Paris va faire le bilan un peu de ce qu'on constate depuis plusieurs mois. Bon, je prends le relais du coup, merci. Alors, bon, pour faire le constat, je pense, de la situation, il est important un peu de relever ce qui s'est passé depuis justement la rentrée 2021. Donc, à savoir que moi, je parle de mon point de vue à moi qui est de la constatation sur le compte Balance ton bar Paris et à ce moment-là aussi de la constatation des autres comptes Balance ton bar que je gérais. Moi, au moment de la création de ces comptes-là, je co-gérais celui de Bruxelles et j'ai très très vite décidé qu'il fallait en lancer plusieurs ailleurs, surtout en France, ayant été moi-même victime de ça. Et ce qui était assez étonnant, c'est que je m'attendais à beaucoup de témoignages, mais je ne m'attendais pas à un tel afflux. C'était vraiment, en fait, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un gros problème de santé publique et qu'il n'y avait absolument pas de gestion derrière, ou en tout cas gouvernementale, parce que la tendance, c'était que l'extrême majorité de ces personnes-là qui m'écrivaient étaient complètement démunies, ne savaient pas vers qui se tourner, n'arrivaient pas à porter plainte, n'arrivaient pas à obtenir des prélèvements, n'arrivaient absolument pas en fait à faire quoi que ce soit, ne savaient pas vers qui se tourner, me disaient qu'ils avaient fait le tour en fait de plusieurs organes qui sont censés charger de ça, mais que personne ne s'est chargé d'eux. Et finalement, il y avait donc un vrai besoin de recenser ça, parce qu'il n'y a pas de recensement, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de recensement. Il y a le recensement qui passe par éventuellement les plaintes qu'on arrive à déposer au niveau de la police, mais étant donné que beaucoup de plaintes n'arrivent pas à être déposées, puisque beaucoup d'agents de police ne veulent pas prendre des plaintes, on n'a pas un réel recensement. Et donc, ces comptes-là ont servi à recenser, mais évidemment, ce n'est pas un réel recensement, étant donné que beaucoup de gens ne connaissent pas le compte. Et d'ailleurs, le mouvement qu'il y a eu de médiatisation a permis un afflux de gens qui, du coup, m'ont contacté, et puis ont contacté les autres Balance ton bar, et que j'ai pu recenser. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant. Et maintenant que la médiatisation, c'est un peu, c'est plus trop, en tout cas, médiatisé, il y a beaucoup moins de gens qui m'écrivent. Et pourtant, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Je sais qu'il y a encore beaucoup de témoignages et qu'il y a des agressions qui continuent d'exister, qui ne sont pas relevées. D'où l'intérêt de faire une campagne de recensement à l'échelle nationale et qui se base sur des signalements et non pas des démarches administratives ou légales, parce que souvent les personnes n'arrivent pas à avoir des démarches administratives ou légales qui se concrétisent. Et donc la situation actuelle, c'est qu'il y a eu un pic de violence qui, j'imagine, découle, après je ne vais pas, c'est des hypothèses, qui, j'imagine, découle du confinement et des moments de relâchement, et qui est en même temps que d'autres violences qu'on constate, d'harcèlement de rue, de violences sexuelles et sexistes dans d'autres milieux que les milieux festifs. Ça s'est relativement calmé à Noël en termes de témoignages, évidemment, parce que bon, les agresseurs ont aussi des familles, ils sortent aussi moins pendant Noël, et ça a repris donc au Nouvel An, parce que c'est redevenu festif. Et maintenant, je dirais qu'il y a moins de témoignages qu'avant. Moi, je me suis retrouvée avec une centaine de témoignages par jour en octobre, novembre, décembre. Ça s'est calmé fin décembre, ça a repris maintenant, c'est moindre par rapport à avant. Mais je dirais que c'est plutôt le résultat du fait que maintenant, ça fonctionne par bouche à oreille plutôt que de fonctionner par médiatisation ou par intérêt public. Et le constat qu'on peut faire actuellement, c'est qu'il n'y a pas de solution qui est vraiment offerte à ce problème, qui est un problème très grave, et qu'on commence à voir des ébauches de réponses du gouvernement qui sont juste, qui témoignent pour moi d'une grande mécompréhension du problème, parce qu'on répond encore une fois par donner plus de poids à la police, qui déjà est un des éléments problématiques puisqu'il refuse de prendre des plaintes ou
d'encourager de déposer des mains courantes qui ne donnent pas lieu à des enquêtes. Et ce n'est pas en responsabilisant la police encore plus de ces problématiques qu'on va s'en sortir. C'est vraiment en finançant, en faisant des campagnes de prévention, en finançant les différents organes qui sont importants, c'est-à-dire la police, pour pouvoir faire des formations, c'est-à-dire les hôpitaux, de donner des outils. Et je dirais que le signalement, le constat maintenant, c'est qu'on a besoin de recenser les signalements et on a besoin de répondre à ça de façon réfléchie. Et ce n'est certainement pas la réponse qu'on a actuellement du gouvernement qui va nous permettre de sortir de cette grosse crise. Merci. Est-ce que justement, là-dessus, sur à la fois le plan du gouvernement peut-être, mais avant sur la problématique, vu qu'avec ActRight, vous avez réuni plusieurs collectifs et plusieurs acteurs associatifs et associatives, est-ce que ActRight, vous avez quelque chose pour compléter le propos de Balance ton bar Paris, ou c'était assez complet déjà? C'était très, très complet. Et d'ailleurs, sans les constats de Balance ton bar, on n'aurait pas pu faire ce premier GT. Voilà. Donc, d'ailleurs, Héroïne 95 il y a participé grandement. Mais voilà, nous, la seule chose qui en est ressortie, c'est que le plan d'action, enfin déjà, la première chose étant, c'est sortir de effectivement de la stigmatisation des lieux, du produit et des consommateurs, et de replacer la culpabilité sur l'agresseur et le problème au bon endroit, en fait, hein, de sortir des déplacements de paradigme auxquels on a assisté, en disant que les bars, les clubs, les lieux festifs étaient le problème. Non, c'est un problème sociétal qui se répercute dans nos milieux festifs et que du coup, les moyens d'action doivent aller de l'éducation des plus jeunes à la formation des professionnels. Mais c'est tout un programme qui ne peut pas être pris indépendamment l'un de l'autre et pour compléter, en prenant aussi le milieu festif dans son ensemble et d'avoir réellement des chiffres sur la question de la soumission chimique ou de la vulnérabilité chimique en milieu festif, mais en faisant la part des choses, c'est en milieu festif privé familial, en milieu festif privé avec des amis, en milieu festif privé dans un bar, en milieu festif sur un festival, en milieu festif en soirée étudiante, hors campus, en soirée étudiante sur campus. Ce serait intéressant d'avoir tous ces chiffres parce que même si on le sait aujourd'hui, on n'a pas ce distinguo, mais on sait quand même qu'aujourd'hui, effectivement, les agresseurs agressent majoritairement dans un cadre privé. Et donc, si on veut vraiment faire évoluer les choses, il faut vraiment passer par l'éducation des futurs fêtards et des futurs gérants d'établissements. Ok. Si c'était clair. C'était très clair, et je pense qu'on va avoir le temps de revenir sur la question des politiques publiques et notamment tant la prise en charge des victimes que tant de la sensibilisation. Peut-être pour compléter juste le petit tour de table, je vais donner la parole à Samira. On parle beaucoup déjà de GHB. Est-ce que du côté médical, vous notez une grosse variation dans les substances qui peuvent être utilisées dans le cadre de ces procédés? Tu disais que ça faisait 20 ans que tu étais également sur cette question-là. Est-ce que toi, tu constates une vraie évolution? Et là, avec la reprise après le confinement, c'est quelque chose, ou c'est justement plus une question de mouvements qui ont réussi à se lancer pour faire changer les choses? Et donc, on en parle plus. Enfin, qu'est-ce que tu remarques? Oui. Alors, depuis le confinement, moi, je n'ai pas les derniers éléments parce que vous savez qu'on recense les dossiers comment dire, des laboratoires de toxicologie qui sont réquisitionnés pour faire des analyses toxicologiques. Et là, justement, les observations que l'on peut collecter dans le cadre de l'expertise nationale, très souvent, on n'a pas beaucoup de données. Et donc, pour aller, ce que je veux dire, pour faire la part des choses entre ce qui est fait dans un milieu festif, dans un milieu privé, bon, là, on a quelques items là-dessus. Donc, c'est vrai que ça concerne beaucoup les jeunes et ça se passe surtout dans la vulnérabilité chimique dans les milieux festifs, mais sans précision, mais sachant que quand on fait l'expertise, il faut savoir que lorsqu'on consomme quelque chose, on consomme une substance, on peut consommer de l'alcool ou alors, si c'est dans le cadre de la soumission chimique, c'est-à-dire qu'on consomme à l'insu
à notre insu une substance qui va nous altérer, nous donner une amnésie et autres, et ensuite on subit l'agression. Il faut savoir aussi que très souvent, on n'a pas l'information où le plus important, c'est de savoir où la victime a consommé quand il s'agit de soumission chimique. C'est-à-dire que quand on est dans une boîte de nuit, il y a du monde, on ne sait pas qui a mis quoi dans le verre. Et après, la victime, elle est perdue de vue et elle se retrouve dans un milieu, je dirais, privé, à l'hôtel ou dans une chambre ou ailleurs. Et c'est là qu'il y a l'agression. Donc, entre l'agression, le lieu de l'agression et le lieu de la consommation de substances, parfois, ce n'est pas le même. Donc, quelle est la part des choses? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais de façon générale, on sait que dans le cadre de la soumission chimique, moi, d'après c'est très variable dans le temps, mais de façon générale, dans le milieu privé, c'est beaucoup plus la soumission chimique, et dans la vulnérabilité, c'est dans les lieux festifs, voilà, les milieux festifs. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les substances qui sont retrouvées dans la soumission chimique, ce n'est pas le GHB. Donc, le GHB, si on prend l'enquête au bout de plusieurs années, ça ne représente que moins de 3% des cas. Donc, on a une poignée d'une trentaine de cas avec le GHB, et ce n'est pas ce qu'on peut appeler la drogue du viol en France, parce qu'en France, ce qui vient dans la majorité des cas, ce sont les sédatifs, les benzodiazépines qu'on prend pour traiter l'anxiété ou pour dormir. Voilà, ce sont les substances qui sont les plus utilisées. Et puis, il y a aussi une variation dans les molécules précises en fonction de… on a vu, par exemple, à certains moments, c'était le clonazépam qui venait en tête, et c'était une benzodiazépine qui était détournée pour d'autres motifs. Et quand l'ANSM a pris des mesures pour restreindre sa prescription et sa délivrance, l'utilisation de ce produit, de ce médicament a chuté, et ça a été remplacé régulièrement par une autre substance. Voilà, donc en France, quand on parle de soumission chimique, ce n'est pas le GHB qui vient en premier, ce sont les benzodiazépines, sachant que dans le cadre, que ce soit vulnérabilité chimique ou soumission chimique, il y a quand même une part très importante de la consommation d'alcool qui est volontaire. Donc, quand elle est volontaire et dans le cadre de la soumission chimique, il y a quand même une potentialisation des effets des substances qui sont consommées. Est-ce que j'ai répondu? Oui, mais c'est juste le temps que j'active mon micro à chaque fois. Mais merci pour cette réponse très complète. Tu as pas mal évoqué la question de la vulnérabilité chimique. Et c'est vrai que la question de la soumission chimique, elle s'inscrit sans doute dans quelque chose qui est plus global, et notamment aussi, ça va être souvent lié, on a déjà parlé de la question des agressions et des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que peut-être Balance ton bar Grenoble ou Héroïne, je cherche, est-ce que sur cette question plus globale des agressions en milieu festif, vous avez une analyse de qu'est-ce qui en découle et de pourquoi on se retrouve avec des attaques par soumission chimique, et puis plus globalement des agressions, peut-être en essayant de prendre un petit peu de recul aussi sur cette thématique et cette problématique. Oui, bien sûr. Après, selon nous, c'est la notion de consentement, en fait, qui est au cœur de toutes les violences, que ce soit dans les milieux festifs ou pas. C'est les violences envers les femmes et les minorisées de genre, c'est la notion de consentement qui n'est pas apprise, qui n'est pas du tout connue, si, bien sûr, mais qui n'est pas du tout mise en avant par l'école, bref. On a besoin de davantage de prévention, d'éducation, mais dès l'école primaire, en fait. Et tout au long de la scolarité, à travers aussi des actions au niveau national, pour faire des campagnes de prévention à grande échelle. Et il faudrait que les ministères, notamment celui de l'enseignement supérieur, là on en parle aujourd'hui, qui se saisissent des outils qui existent, en fait, pour lutter efficacement contre les violences et pour parler de la notion de consentement, que ce soit aux élèves, aux profs, que ce soit quelque chose de constant, en fait. Et c'est un problème qui relève de violences patriarcales dans lesquelles on vit dans cette société qui est malheureusement celle-ci. Et notamment le fait que les femmes et les minorisées de genre ne puissent pas boire ou faire la fête comme les hommes le font,
sous peine de se voir punis par la violence, et notamment les violences qui sont la soumission chimique, les agressions sexuelles, le harcèlement dans les milieux festifs. C'est des exemples de punition, en fait, du fait d'être une femme ou minorisée de genre et de faire la fête comme un homme, quoi. Il y a une prédominance de femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui sont agressées. Donc, y compris sur un plan sexuel, hein, les agressions sexuelles. Quand je dis minorisée de genre, je parle bien sûr des personnes transgenres aussi, oui. Et c'est clair que dans cette problématique, la notion de consentement n'existe plus, hein, parce que même si la personne donne son consentement ne peut pas être valable étant donné qu'elle est sous l'influence de certaines substances. Il y a des substances qui modifient les émotions. Il y a même moi des victimes qui me disaient je ne pouvais pas dire non, sachant que ce que je faisais n'était pas bien, parce qu'elle était sous l'effet d'un produit qui faisait qu'elle elle se laissait faire, alors que dans sa tête, elle n'était pas consentante. Oui, et puis il y a même des substances qui augmentent la libido, qui font accepter des choses qu'on n'accepterait pas du tout en temps normal, en fait. Et c'est pour ça qu'elle dépose plainte après, parce que pour elle, elle n'était pas dans un état normal pour avoir accepté. Voilà. Et ça, c'est aussi, certains jouent là-dessus. Par exemple, la MDMA, l'ecstasy, c'est la principale substance qui modifie les émotions, donc qui donne envie d'être aimé, d'être entouré. Et l'agresseur profite peut-être de cette situation pour passer à l'acte en disant qu'elle était consentante, elle s'est jetée sur moi. Sauf qu'elle ne s'est pas jetée volontairement, vu que c'était par l'effet d'un produit. Tout à fait. Je voyais que tu avais parlé du ministère de l'Enseignement supérieur. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure au niveau d'ActRight. Il y a plusieurs demandes qui sont retenues du groupe de travail interassociatif, notamment sur les questions de prise en charge, de sensibilisation, etc. Tu n'avais pas totalement tout développé. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu compléter ce que tu avais pu aborder précédemment dans la dernière question, et notamment au niveau de la formation, au niveau des forces de l'ordre, etc., pour aller plus globalement sur tous les constats qui ont été donnés et potentiellement les communications qui vont sortir derrière, et qu'est-ce que concrètement qu'on peut exiger en fait pour améliorer cette situation qui est pas normale. Les points qui sont ressortis, déjà, c'est le besoin de faire une grande campagne de communication sur effectivement la question de la soumission chimique, la vulnérabilité chimique, d'effectivement rappeler ce qui a été dit précédemment, on retrouve très peu en vérité de GHB ou de GBL, de savoir faire le distinguo entre ces substances aussi, de pouvoir les repérer. Parce que c'est des substances qui sont très corrosives et qui sentent très fort. Donc, en fait, c'est quand même très compliqué de droguer quelqu'un à son insu au GHB ou au GBL, étant donné l'odeur et comment c'est corrosif. On revenait aussi sur la question des attaques à la seringue qu'il y a en ce moment, où effectivement on essaye aussi d'alerter sur le fait que on ne sait pas ce qu'il y a comme produit aujourd'hui dans les attaques à la seringue, mais il y a quand même très peu de chances pour que ce soit du GHB ou du GBL, vu que ce ne sont pas des produits purs et qu'on peut injecter comme ça assez rapidement. Donc ça, c'est aussi de communiquer sur toutes ces choses-là pour faciliter aussi au mieux la prise en charge en cas de plainte et en arrivant à l'hôpital pour les recherches de substances. Donc ça, c'est tout le plan communication, en revenant évidemment toujours sur la question de l'agresseur et des violences. Ensuite, le deuxième point, c'était d'aller effectivement chercher, faire 2 études, donc une étude et une enquête de terrain, donc une étude chiffrée avec les laboratoires pour avoir effectivement les ratios réels sur la question vraiment de la soumission chimique par produit et dans quel cadre exactement ça a été commis, et après une grande enquête auprès plus du public sur justement pour pouvoir être capable d'identifier
Si c'est plus en soirée étudiante, si c'est plus en soirée à la maison, si c'est plus en bar, si c'est plus voilà, déjà d'avoir une meilleure compréhension des chiffres. Ensuite, le point qui était essentiel pour nous, c'était de revenir sur la question de l'éducation, puisqu'il y a un plan d'éducation sexuelle qui a été mis en place par le gouvernement il y a quelques années, où les élèves sont censés recevoir des sessions de sensibilisation du CP à la terminale à raison une fois par trimestre, chose qui n'est absolument pas appliquée, car elle n'est pas applicable aujourd'hui, puisqu'on manque de personnel et qu'aujourd'hui, les associations sont censées former les professeurs pour donner ces sessions de sensibilisation, qui, eux, ne sont pas habilités, ne se sentent pas capables, effectivement, de retranscrire et d'appliquer ce plan, en fait, qui a été mis en place. Et donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver aussi un moyen de pouvoir faire appliquer ce plan du CP à la terminale pour mieux éduquer nos jeunes en fonction de leur âge jusqu'à la terminale, peut-être en invitant l'ARS, la médecine, la médecine scolaire, parce que peut-être que ça peut rentrer dans leurs prérogatives. Enfin voilà, c'est des pistes qu'on va essayer d'aborder avec les différents ministères et institutions qui auraient des pouvoirs décisionnaires à cet endroit-là. Et ensuite, effectivement, c'est la question de mettre en place des protocoles. Le mot est moche, mais bon, les professionnels le prennent très bien, voilà, pour la prise en charge des victimes et la prise en charge aussi des agresseurs, dont on parle très peu, mais qui est quand même essentielle et pour laquelle aujourd'hui on a très peu de moyens. On a très peu de moyens pour la prise en charge des agresseurs et c'est souvent pas bien géré. Mais évidemment, on se focus d'abord sur les victimes, mais c'est d'abord comment prévenir donc les violences. Donc, on va revenir sur les obligations légales des employeurs parce qu'on estime que même si aujourd'hui, toutes les obligations légales en matière de harcèlement des employeurs pour les entreprises de plus de 250 personnes sont tout à fait applicables à n'importe quelle structure. Et en formation, on leur explique que de toute façon, en cas de contentieux, un jour, s'ils se retrouvent au tribunal et qu'ils n'ont pas pris toutes ces mesures de prévention en amont, ils sont responsables civilement. Donc, on leur dit qu'ils ont tout intérêt à commencer à mettre en place tous ces protocoles en passant par inclure dans leurs risques psychosociaux, dans leur document unique d'évaluation des risques, la question des violences et harcèlements sexistes et sexuels, de façon à pouvoir faire des actions de prévention, d'avoir une politique claire au sein de l'établissement et sur ces événements, sur qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas et quelles seront les sanctions prises. Et en interne, effectivement, de développer un petit peu plus dans les structures comment ça se passe, si telle ou telle situation se présente, si on doit dépêcher une enquête, comment se déroule l'enquête, etc. Donc, c'est vraiment tout le programme. C'est des programmes qui sont déjà préexistants et qui font leurs preuves, qui sont vraiment basés sur la prévention des risques avant toute chose, en fait. Donc, voilà. Après, la question de la prise en charge, c'est juste de donner les clés en fait aux personnes et de pouvoir être capable de les accueillir et de recueillir leurs paroles, d'identifier leurs besoins et de les orienter en fait. C'était très complet justement. Il me semble que Héroïne voulait rajouter un petit mot là-dessus, donc je vais. Oui, déjà, je voudrais dire un petit mot à toutes les victimes qui peut-être nous écoutent. Qu'elles aient consommé de l'alcool ou pas, elles ne sont jamais responsables des agressions. Et on parlait tout à l'heure de la notion de consentement. Donc, je voudrais juste repréciser que quand on parle
davantage travailler à faire connaître cette notion de consentement, il s'agit bien d'un consentement libre et éclairé. Donc évidemment, si la personne est en vulnérabilité chimique, il n'est absolument pas question de consentement de toute façon. Même si elle avait donné son consentement avant, la question de toute façon ne peut plus se poser à partir du moment où elle est sous l'effet d'une drogue ou d'une substance. Voilà. Je voudrais aussi revenir un peu sur les profils des personnes qui nous ont contactés pour faire pour compléter un petit peu l'état des lieux qui a été fait. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez parlé de cette particularité qu'on a connue là à la rentrée. Le contexte est vraiment particulier parce qu'on a eu d'autres vagues d'agressions en milieu festif dans les années 90, dans les années 2000, qui ont donné lieu effectivement à des enquêtes, à des changements de protocole, la mise en place de protocoles, etc. Mais là, ce qui s'est passé est très particulier parce qu'on était dans une situation post-Covid, enfin pas post-Covid, mais post-confinement. Le premier déconfinement, on a eu l'impression qu'il y avait une réoccupation de l'espace, une réappropriation de l'espace par certaines personnes. Ça s'est vu notamment au niveau du harcèlement de rue où il y avait une augmentation des violences. Ça s'est vu dans les violences intrafamiliales qui ont augmenté en France de 30%, dans certains départements de 40%, comme c'était le cas dans le Val d'Oise, par exemple. Donc, on a vraiment une augmentation du non-savoir-vivre ensemble et de l'augmentation des violences qui s'est faite avec en plus, par rapport aux violences en milieu festif, un déplacement des violences du milieu plutôt boîte de nuit, vraiment nocturne, à un milieu diurne, en fait. C'est-à-dire, comme de toute façon, les boîtes de nuit étaient fermées et que les bars avaient une restriction d'horaire, les agresseurs se sont déplacés vers les bars de quartier, là où on les attendait moins. Donc finalement, on a évidemment en majorité des victimes qui sont jeunes, qui sont des étudiants et étudiantes, mais on a aussi des personnes plus âgées à qui c'est arrivé, l'apéro avec les collègues après le travail, etc. Et puis des personnes à qui c'est arrivé dans le cadre aussi professionnel. Donc quand on parle de soumission chimique, nous, quand on demande une campagne de prévention sur la vulnérabilité chimique et la soumission chimique, on veut que cette campagne elle soit nationale et qu'elle concerne tous les phénomènes intrafamiliaux par des personnes proches. Et puis, évidemment, il y a le milieu festif, mais le milieu festif, comme l'a dit Cindy d'Act-Right, c'est un milieu parmi d'autres dans lequel la soumission chimique a lieu. Vulnérabilité chimique et soumission chimique ont lieu. Voilà, donc là, on avait une occasion très particulière, vu qu'il y a eu une forte mobilisation sur le sujet et à cause de ces vagues d'agression qui continuent. D'ailleurs, là, on a des agressions avec des seringues. On a une occasion particulière offerte au gouvernement pour se mobiliser et changer les choses. Parce que là, les gens prennent la parole. C'est peut-être aussi lié au post-MeToo depuis 2017 qui a un peu changé la donne par rapport à l'écoute accordée aux victimes. Mais l'écoute, elle n'est carrément pas suffisante, ça c'est évident. Concrètement, sur le terrain, elle n'est pas suffisante. Peut-être que médiatiquement, on en parle plus, mais en tout cas, la victime, elle, quand elle se rend à l'hôpital ou quand elle se rend au commissariat, l'écoute n'est toujours pas suffisante. Il y a énormément à faire sur la prise en charge médicale. Il faut faire prendre conscience au service d'urgence que quelqu'un qui arrive en situation de vulnérabilité ou soumission chimique, c'est un cas urgent. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire les prélèvements tout de suite. On ne peut pas laisser quelqu'un aux urgences attendre pendant 6 heures parce que la molécule ne sera peut-être plus trouvable dans son sang ou dans ses urines et ensuite la procédure va être beaucoup plus compliquée pour elle. Donc, il y a vraiment des protocoles à changer, à modifier. Ils existent déjà, mais soit ils ne sont pas appliqués, soit ils sont insuffisants par rapport à la réalité de ce qu'est la soumission chimique. Aussi, on demande évidemment davantage de formation. Ça, c'est une demande qui revient sans cesse sur le terrain. Des agents de police qui, par exemple, refusent la plainte alors, soit parfois
avec une bonne volonté. En fait, ils pensent avoir raison en disant vous n'avez pas de preuves, donc ça ne sert à rien. Donc déjà, c'est faux et c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de refuser la plainte. Et en plus, ils proposent comme alternative de faire une main courante. Alors là, c'est le summum de la violence pour les victimes parce que non seulement, elles n'ont peut-être pas pu être prises en charge à l'hôpital, mais en plus, arriver devant un organe qui est censé représenter leur défense, on leur dit que ce qu'elles font, ce qu'elles ont subi, c'est l'équivalent d'un tapage nocturne, en fait, quoi. C'est-à-dire, il y avait un peu trop de bruit chez le voisin, faites une main courante et puis rentrez chez vous. Mais on n'est pas du tout dans le même domaine. C'est un choc énorme pour les victimes à cause de l'amnésie, à cause de la perte de contrôle de soi, de la honte, de la culpabilité. C'est vraiment des éléments sur lesquels il faut absolument sensibiliser tout le monde. Ce n'est pas juste avoir bu un verre de trop, non, c'est pire que ça. C'est une tentative pour nous d'empoisonnement des victimes. Il y a un risque sur la santé qui est énorme parce qu'on ne sait pas sous quel traitement la personne elle peut être, quel problème psychique elle peut avoir, ou l'accompagnement ou son environnement aussi. Elle peut subir des violences de la part de son environnement après coup à cause de cette soumission chimique. Donc, c'est tout un éventail en fait d'éléments à prendre en considération qui sont mais complètement occultés. Et là, quand on voit la campagne, le plan anti-GHB qui est proposé par le gouvernement, ça a été la seule réaction officielle du gouvernement en réponse à toute cette vague de témoignages, on était absolument estomaqués parce que comme l'a dit Cindy, on voit que par une petite fenêtre, déjà le GHB, alors nous on a utilisé le hashtag MeToo GHB, mais parce qu'on ne peut pas mettre MeToo et on ne peut pas mettre toute la liste de toutes les molécules, donc on en a choisi une qui est symbolique de ce type d'agression. Mais évidemment, ça concerne les médicaments, voilà, après, ça concerne une quarantaine ou même plus de molécules, donc on ne peut pas tous mettre. Donc, déjà, que le gouvernement insiste sur, appelle son plan anti-GHB, voilà. Et ensuite, que ce soit des affiches seulement dans les bars avec un QR code qui renvoie vers le chat arrêtons les violences, donc c'est-à-dire le chat de la police, mais c'est absolument catastrophique, c'est limite même dangereux de renvoyer vers le chat de la police, alors que de toute façon, la personne a besoin d'être prise en charge à l'hôpital. Enfin, je veux dire, il faut soit elle est en situation d'urgence, il faut appeler le 17 ou contacter les urgences, mais la personne n'est absolument pas en état de chatter sur un forum, quoi. Donc, pour l'instant, les mesures ne nous conviennent pas du tout, ça ne suffit pas. On veut aussi une obligation, comme l'a rappelé aussi Cindy, on veut une obligation des lieux à mettre en place de la prévention. À partir du moment où on accueille du public, on doit pouvoir assurer un minimum de garantie. Et en fait, bon, je vais m'arrêter là, mais toutes les propositions qu'on a faites, toutes les mesures qu'on préconise, qu'elles concernent l'hôpital, qu'elles concernent la justice, la police, qu'elles concernent les établissements de nuit, elles sont listées dans les pétitions qu'on a lancées en janvier. Et elles sont aussi listées dans la tribune qui a été publiée dans Le Monde, qu'on a fait publier suite à ce mouvement, justement, où on a réuni un petit peu toutes nos doléances. Donc, vous pouvez retrouver, en fait, dans les pétitions, c'est hashtag balance ton bar et hashtag MeTooGHB. Voilà. Ouais, sur les pétitions, peut-être que Bluen, tu peux les mettre dans le chat du live. C'est sous les posts d'Héroïne sur Instagram, il me semble, qu'elles y sont à chaque fois toutes, ou même tu les retrouveras en cherchant normalement. Justement, tu as beaucoup plus parlé de prise en charge médicale. On sait actuellement que les tests, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Est-ce que Samira, peut-être tu peux revenir là-dessus sur la question de la prise en charge des victimes notamment, peut-être rappeler aussi pour les personnes qui ne savent pas comment est-ce que ça se passe actuellement au niveau médical, quels moyens il faut, qu'est-ce qui manque justement et pourquoi on a tous ces retours aussi de terrain de victimes qui ne sont pas qui sont pas accompagnées, mal accompagnées.
ou en tout cas où il semble avoir un défaut. Qu'est-ce qui manque sur ce sujet-là? Quels sont les coûts et quelles sont les réalités de la prise en charge médicale actuellement? Peut-être plus du coup sur le volet médecin, si tu as un retour à faire. Ton micro est coupé. Ah. Oui, c'est vraiment la partie de la prise en charge qui est la plus importante et je dirais la moins, qui n'est pas prise en compte parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les analyses toxicologiques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on a des demandes d'analyse, enfin, quand on a une suspicion, même une suspicion, on demande à ce que ça soit que la victime aille déposer plainte, parce que quand elle dépose plainte, normalement, elle est prise en charge par la justice, aussi bien sur le plan médical que toxicologique, puisqu'elles sont examinées, parce qu'il y a quand même une prise en charge qui est nécessaire. Quand elles consultent dans les moins de 48 heures, il y a quand même de la prévention à faire, il y a des sérologies à faire, des prélèvements à faire et un traitement prophylactique contre le VIH, vérifier les sérologies des hépatites. Voilà, donc il y a quand même un aspect médical qui est très important. Et sur le plan, bien sûr, la victime, quand elle dépose plainte, elle va aux urgences médico-judiciaires avec une réquisition. Et dans la réquisition, il est demandé un examen et des prélèvements. Après, c'est soit la police ou le parquet qui va décider de faire ou pas les analyses. Et la question qui a été débattue pendant des années pour justement le coût de ces analyses qui sont très élevés, il y a tout un protocole qui a été réalisé par la Société française de toxicologie analytique. Quand on a une suspicion de soumission chimique, il y a une cinquantaine de produits que l'on doit rechercher. Comme j'avais dit que ce n'est pas le GHB qui est le plus fréquent, donc il y a aussi bien les médicaments que les substances. Voilà, donc, et bien sûr, il y a l'aspect médical qui est très important parce qu'on doit interroger la victime sur ses consommations, sur le contexte, dans le détail aussi, sur ses consommations, je dirais, de médicaments dans un cadre thérapeutique ou pas, parce qu'il y en a qui prennent des médicaments pour la défense avec éventuellement d'autres substances. Alors, certaines victimes n'osent pas dire qu'elles ont consommé du cannabis ou autre, mais il faut savoir que ce n'est pas un point qui doit freiner pour la plainte, parce que normalement, les victimes ne sont pas poursuivies pour consommation. Voilà, donc comme je disais, il y a une cinquantaine de produits qui doivent être recherchés et ce n'est pas avec les méthodes immunoenzymatiques, c'est-à-dire ce que vous voyez aux urgences avec sur une savonnette, on regarde s'il y a s'il y a des opioïdes ou s'il y a autre substance. Là, il faut vraiment il y a plusieurs techniques et des techniques chromatographiques avec spectrométrie de masse. Donc, vous voyez, c'est des analystes qui sont bien compétents dans le domaine de la soumission chimique, et il y en a pas mal qui sont experts médico-légaux. Et donc là, ça vous donne avec précision, quand on découvre une substance, on vous donne le nom de la molécule. Donc, quand c'est une benzodiazépine, il vous dit que c'est telle substance et non pas une autre. Et là, c'est avec cette information que l'on va vérifier si la victime, elle en a chez elle ou pas, si elle a consommé la veille ou pas, pour éviter de parler de soumission chimique, sachant que c'est son traitement. On pourra parler de vulnérabilité chimique en association avec l'alcool. Voilà. Donc, pour poser ce diagnostic et c'est pour ça que je disais qu'il faut l'interrogatoire qui est très important, parce que ce n'est pas parce qu'on trouve une substance que c'est cette substance qui est à l'origine de la soumission chimique. Puisque parfois, vous savez, quand on a le petit somnifère de temps en temps qu'on prend à la maison parce qu'on n'arrive pas à dormir, des fois on oublie de le signaler. Et donc, c'est vraiment important. Moi, c'est ce que je fais. Je demande avec précision qu'est-ce qu'ils prennent pour dormir, pour différentes raisons, pour essayer de voir, pour confronter ensuite les résultats avec ce qu'elle a consommé et avec les données également en rapport avec la pharmacologie, les données des substances, parce que, vous voyez, si on trouve du GHB chez quelqu'un qui a été
entre guillemets, soumise par le GHB, qui se dit avoir subi une soumission chimique, qui se présente 48 heures après qu'on trouve que c'est positif, eh ben, on peut se demander si elle n'a pas consommé elle-même, ou alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même une substance qui est produite par l'organisme. Donc, il y a des taux physiologiques qu'on doit connaître. Donc, à partir d'un certain seuil, on peut penser que c'est un apport exogène et que la victime a été soumise à son insu par la consommation de cette substance, donc que ce soit dans un cocktail alcoolisé ou pas. Voilà. Donc, les coûts sont quand même très chers. Il faut compter entre 600 et… alors, pour le GHB, parce que quand on fait un prélèvement, bon, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut consulter le plus tôt possible. Et ce qui est important, ce sont les délais. Les délais entre la consommation de la substance. On suppose que, parce que la victime, on va lui demander jusqu'à quel moment elle était consciente de ce qui se passait autour d'elle et à partir de quand elle a eu une amnésie. Et c'est à partir de là qu'on pense qu'elle a consommé cette substance. Et donc après, on voit en fonction des paramètres cinétiques de la molécule pour essayer de mettre un lien avec la substance. Donc, et quand… on a dépassé le délai des 12 heures et par certains laboratoires vont jusqu'à 16 heures, mais bon, c'est rare d'en trouver. Donc, on peut le faire dans les cheveux, mais il faut attendre au moins 1 mois pour faire un prélèvement de cheveux pour avoir le segment qui était imprégné, le segment qui correspond à la période de l'agression. Et là, ensuite, comme c'est quand même une substance qui est sécrétée par l'organisme, on en trouvera dans les cheveux. Mais il faut une mèche qui est suffisamment longue pour essayer de comparer les concentrations. Et c'est quand on a un seuil qui est important, qu'on peut supposer qu'il y a eu consommation. Et il faut que ce pic soit retrouvé à la période de la consommation. Voilà, donc il y a quand même, la mèche de cheveux est segmentée en 10 segments. Donc vous imaginez toutes les techniques qu'il y a, toute la procédure pour arriver à un résultat. Donc c'est pour ça que les analyses sont coûteuses. Là, donc il faut compter à partir de 600, entre 600 et 900 euros, ça dépend pour le GHB, ça dépend des laboratoires. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a, ça dépend, donc, quand ils ont une réquisition, alors des fois, dans la réquisition, on leur demande de chercher qu'une substance et pas toutes les substances. Alors, si la victime arrive à consulter dans les 24 heures, c'est bien de faire des analyses d'urine et de sang, et là, on peut trouver des substances. Parfois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux cheveux, mais c'est quand même intéressant d'aller jusqu'aux analyses capillaires pour confronter les différents résultats. Voilà. Après, quand les victimes qui consultent tardivement parce qu'il y a ce problème d'amnésie, il y a ce problème de l'entourage qui dissuade, et il y a le problème de la peur, de l'anxiété, du stress, et surtout si la victime connaît ou elle a une idée sur l'agresseur, il y a la peur qui joue ici, qui rentre en ligne de compte. Est-ce que je vais déposer plainte? Est-ce que ça ne va pas se retourner contre moi? Qu'est-ce que je fais? Et puis le temps passe. Voilà. Merci. Et je vais simplement rapidement laisser la parole à Balance ton bar Grenoble qui va devoir bientôt nous quitter. Peut-être si simplement il y a des choses sur lesquelles tu aimerais revenir, sur lesquelles on n'a pas pu forcément échanger. On a également beaucoup d'associations étudiantes qui nous regardent et c'est la première idée. Donc peut-être est-ce que tu as un conseil pour les associations ou pour les victimes, sachant qu'on rappelle, peu importe si c'est de la vulnérabilité chimique ou de la soumission chimique ou peu importe quoi, les victimes ne sont jamais les coupables. Hein. Et voilà. Et on est tous sur la même ligne là-dessus. Je vais laisser du coup Balance ton bar. Oui, bien sûr. Enfin, c'est bien de le rappeler. Après, et je sais qu'il existe dans certaines universités des cellules qui permettent des cellules de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est censé être dans toutes les universités. Je sais que ce n'est pas le cas. S'il y en a dans vos universités, rapprochez-vous-en. Les professionnels sont vraiment hyper aguerris là-dessus. C'est leur métier. Ils ont souvent des partenariats avec les tribunaux de grande instance de votre ville.
Ils sont en lien avec des assos de victimes, souvent Victimes France, qui peuvent vous soutenir autant financièrement que psychologiquement. Enfin, voilà, il y a plein de ressources qui existent. Et encore une fois, c'est bien de parler, vous n'êtes pas obligé non plus, mais vraiment continuez à faire la fête. Et en fait, c'est aux autres de s'éduquer. Donc voilà, c'est pas vous le problème. J'aimerais quasiment conclure la table ronde sur ce message, mais on va un petit peu continuer quand même une demi-heure avec celles et ceux qui restent. Peut-être pour Actride, justement, sur ce côté associatif, est-ce que... Au revoir, merci beaucoup. Pour ce côté associatif, est-ce que tu as des conseils pour les associations étudiantes ou tout simplement ouais, des actions à mettre en place, des vigilances à avoir ou simplement des types de prévention à relayer, etc. Comment est-ce que en fait, nous, on peut agir en tant qu'acteur associatif sur cette question-là? Euh, Nous, on est très, très axé sur le secteur des musiques actuelles avec sur un côté très professionnel sur l'éducation des professionnels, déjà, avant toute chose. Donc, du coup, sur les organisations étudiantes, les choses qui sont revenues avec les gestionnaires de campus avec lesquels on a discuté, c'est qu'il y avait sur les campus, il y a des différences d'âge qui sont grandes, des différences culturelles qui sont très, très grandes aussi, donc des notions de consentement qui sont aussi complètement disparates et différentes en fonction du pays d'où l'on vient, etc., de son éducation, voilà. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi effectivement cette notion de faire un maximum de prévention sur le consentement, les bonnes pratiques et effectivement de mettre en place de l'information, tout simplement. De l'information avec les numéros utiles, peut-être ce qui serait intéressant de faire de façon un peu plus poussée, enfin voilà, un petit guide de prise en charge, effectivement, parce qu'on a vu que c'était quand même assez compliqué à l'heure actuelle. Et on sait aussi que le premier réflexe, ça va pas, même si c'est ce qu'on devrait faire, ça va pas être d'aller porter plainte pour pouvoir avoir une prise en charge gratuite, parce qu'on sait aussi, malheureusement, qu'en cas de vulnérabilité chimique ou soumission chimique, surtout quand on est jeune, le risque en se pointant au commissariat, c'est de finir en cellule de dégrisement et pour le coup, de rater la fenêtre de prise en charge à l'hôpital. Donc voilà, c'est un petit peu tricky, mais peut-être vous rapprocher aussi en tant qu'association du collectif féministe contre le viol qui, qui, qui donne des formations gratuites en fait aux associations. Voilà, et donc c'est des cycles de 5 formations sur la prise en charge, l'accueil des victimes, vraiment gratuites pour toutes les associations qui œuvrent contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, mais beaucoup de prévention, beaucoup d'informations, peut-être des temps d'échange comme on fait aujourd'hui, des temps de parole, mais peut-être aussi avec les étudiants. Voilà, parce que en fait, plus on en parle, plus on casse les barrières, en fait, et plus, il y a des choses, il y a des choses toutes simples, hein. Moi, j'aime bien en formation commencer sur la question des stéréotypes, préjugés, discrimination. Et on se dit, par exemple, que ce sont des notions qui peuvent nous paraître acquises, mais en fait, dès qu'on se penche dessus, bah, c'est le premier truc. C'est jamais, en fait, il y a une espèce de flou. Et donc, en fait, ça soulève tout de suite des débats. Et je pense que l'idéal, enfin, l'essentiel, c'est tout simplement de soulever le débat. Parce qu'une fois qu'on a soulevé le débat, ça va amener d'autres questions et ça va donner envie d'agir aussi. Merci. Tu as parlé un petit peu de la question de la réorientation des victimes. Je sais qu'à Héroïne, du coup, tu nous disais que tu le faisais pas mal. Est-ce que tu as des conseils un petit peu pour des associations qui auraient ouais, des victimes qui se tourneraient vers elles sur comment est-ce que on peut potentiellement les accompagner, les orienter? Nous, notamment, on a un dispositif qui s'appelle Personnes de confiance au sein de nos événements, qui en fait sont des personnes ressources pour les personnes qui sont soit victimes, soit témoins d'un acte. Et on essaye voilà, de la fois être là pour écouter
Et puis aussi, pour réorienter, est-ce que tu as des conseils sur cette question de la réorientation, même si on reste bien évidemment pas des professionnels, on reste des étudiants et étudiantes, mais enfin voilà, est-ce que tu as des billes là-dessus? Alors, en fait, le seul conseil que j'aurais, qui est principal, c'est d'être vraiment à l'écoute de la victime et de ses besoins surtout. Parce que certaines vont juste avoir besoin de parler, de témoigner, et d'autres vont exprimer d'autres besoins derrière, de rencontrer un médecin, d'être suivi psychologiquement, de faire des démarches juridique, de lancer une procédure. Donc, de surtout pas forcer les personnes qui prennent contact avec vous, mais plutôt de garder la porte ouverte à la discussion, à l'échange, et de voir aussi en fonction de leurs besoins vers quoi les orienter, soit vers une association d'aide aux victimes, soit vers un thérapeute, enfin quelqu'un qui pourrait les aider, l'hôpital, leur médecin traitant. Voilà, il y a plein de possibilités, mais c'est surtout en fonction de ce que la victime exprime. Le petit micro, voilà. Merci pour ce retour. Est-ce que Samira, tu souhaites compléter simplement sur cette question Oui, non, mais c'est très important ce qu'elle vient de dire, votre collègue. C'est vrai, pour avoir discuté avec pas mal de victimes, hein, donc qu'elles soient étudiantes ou des jeunes adultes, elles ont besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est… Alors, souvent, la question, est-ce que c'est l'alcool qui est en cause de ce que j'ai eu, l'amnésie, je suis droguée. De toute façon, quand elles appellent, elles disent, je crois que j'ai été droguée par le GHB. Ensuite, comme je vous ai dit, la partie la plus importante, c'est d'interroger, de poser des questions, de préciser, en essayant de rassurer la personne qui nous parle. Et alors, c'est vrai que quand elles ne déposent pas plainte et si elles arrivent à faire des analyses, certaines disent, je veux juste savoir si je ne deviens pas… si je ne perds pas la tête ou si je n'ai pas un problème. Donc, elles veulent savoir. Et une fois qu'on trouve quelque chose, là, elles commencent à réfléchir sur la possibilité de déposer plainte ou pas. Voilà, donc il y a quand même ce premier pas de comprendre ce qui se passe, quelles sont les démarches. Donc, je les oriente vers ce qu'il faut faire, hein, donc les prélèvements, sachant que pour faire des analyses, il faut quand même une prescription médicale. Hein, donc, les laboratoires ne prennent pas les prélèvements comme ça. Voilà, donc, et bien sûr, pour celles qui sont victimes, parce qu'il y a celles qui sont traumatisées par l'agression physique et sexuelle qu'elles ont subie, là, c'est beaucoup plus lourd. Elles ont besoin vraiment d'une prise en charge par un psychologue, ou peut-être plus, parce qu'il y a quand même un stress qui est très important, qui peut aller jusqu'au stress post-traumatique. Il y a des victimes qui sont suivies pendant plusieurs mois, voire années, à cause d'une agression, alors qu'elle n'était ni consentante, ni consciente, hein, pour certaines, voilà, de l'agression. Mais là, alors, oui, je crois que c'était ce que je voulais dire. C'est questions, voilà. Donc, c'est déjà très bien. Peut-être pour revenir rapidement sur le rôle des associations étudiantes, est-ce que Balance ton bar Paris, tu as déjà pu travailler avec certaines d'entre elles? Parce que c'est quand même une ville où on a 350 000 étudiants et étudiantes à Paris, donc je suppose que c'est des cas qui ont dû revenir, peut-être des propositions, des choses comme ça, ou simplement comment est-ce que, avec les témoignages, tu arrives à faire des choses? Je ne sais pas. Alors, moi déjà, pour rebondir un peu sur ce qui s'est déjà dit, je pense que le plus urgent, c'est vraiment d'arrêter cette espèce de tâtonnement général où personne ne sait vraiment, n'a pas de vrais chiffres, n'a pas de vraie indication, ne sait pas quelle molécule, ne sait pas comment faire. Je pense que le plus urgent pour moi, c'est de ne plus entendre parler de victimes complètement démunies, qui ont été tournées en bourrique pendant des jours et des jours entre l'hôpital, la police, le machin, le truc. C'est surtout ça, en fait, le problème, c'est moi, je ne suis pas un centre de recensement, évidemment, mais depuis la création du compte jusqu'à maintenant, l'écrasante majorité des personnes qui m'ont écrit, j'ai fait le suivi avec elles pendant de nombreuses semaines, si ce n'est des mois, n'ont pas réussi à porter plainte. La police les a envoyés vers l'hôpital, qui les a renvoyés vers la police, qui les a renvoyés vers le médecin généraliste, qui les a renvoyés vers la police, qui les a renvoyés vers… Voilà. Donc, elles n'arrivent pas à avoir d'analyse, tout simplement. Donc, je pense que sur ce chiffre qui est quand même assez énorme de témoignages que j'ai reçus,
peut-être moins d'1% ont réussi à obtenir des analyses qui indiquaient un peu sur quoi elles étaient droguées, quelles molécules les avaient droguées ou si elles avaient été droguées, ce qui est assez problématique parce que ça veut dire que quelque part, on n'a quand même pas vraiment d'indication de ce qui est utilisé, de ce qui se passe, et qu'on se retrouve avec des plaintes qui ne sont pas prises, des enquêtes qui ne sont pas faites, et des victimes qui sont complètement démunies, qui se rendent compte qu'elles sont complètement toutes seules, que leur agresseur ne sera pas poursuivi, qu'il va continuer à vivre sa vie et probablement refaire ça, parce que pourquoi il n'a pas été inquiété, pourquoi il arrêterait. Et il me semble que ce qui est vraiment important à l'heure actuelle, c'est vraiment de communiquer sur ce problème, de mettre en place des choses qui permettent que ces victimes-là ne soient plus complètement démunies, de se rendre compte d'avoir aussi des statistiques sensibles, c'est-à-dire humaines, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'une victime, ce n'est pas une victime lambda sans visage, qu'il y a des doubles peines. Il y a la double peine d'être une minorité de genre, ou d'être une minorité ethnique, ou d'être une minorité religieuse. C'est des choses qui se rajoutent, qui font que moi, beaucoup de victimes qui sont des minorités de genre n'ont pas réussi à porter plainte justement parce qu'il y a ce biais, ou qui sont des minorités ethniques qui n'ont pas réussi à porter plainte parce qu'il y a ce biais, et arriver à quelque chose de concret, ne serait-ce qu'en termes de prise en charge, ne serait-ce qu'en termes de pouvoir faciliter le chemin à ces victimes-là pour qu'elles puissent se rendre compte qu'on désire que ça ne se reproduise plus et que ce qui leur est arrivé soit soigné, traité, éradiqué éventuellement, mais au moins qu'il y ait des choses concrètes qu'on leur propose, c'est-à-dire pas voilà, tu as vécu ça, c'est horrible, je suis là si tu veux parler et ça s'arrête là. Et bien sûr, il y a des victimes qui ont besoin de ça, mais l'écrasante majorité sont extrêmement choquées de ce qui leur est arrivé et veulent absolument poursuivre en fait ça quelque part. Elles veulent obtenir justice. Elles veulent que leurs frères et sœurs, leurs amis ne vivent pas ça de nouveau. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas du tout leur garantir ça parce qu'elles n'arrivent même pas à porter plainte finalement. L'écrasante majorité, c'est une main courante. Moi, j'ai eu très, très, très peu de cas où une vraie plainte a pu être déposée, qui a abouti à une vraie enquête, qui a abouti à une condamnation. Ça, c'est pour l'instant, ça s'est vu une seule fois. Et c'est surtout c'est surtout sur ça que je veux insister, c'est que là, il faut agir en fait. On a des solutions qui nous sont proposées qui ne sont absolument pas adéquates. On a une non-connaissance de ce qui se passe vraiment en fait depuis la rentrée, parce que finalement, moins d'1% des personnes ont réussi à faire des analyses, moins d'1% des personnes ont réussi à obtenir des poursuites judiciaires. Donc, c'est surtout sur ça que je veux insister, c'est qu'il faut en fait à un moment donné interpeller le gouvernement. On l'a déjà fait plusieurs fois, je le sais bien, continuer à interpeller le gouvernement, demander des choses concrètes et le faire à tous les échelons, à l'échelon étudiant. Les étudiants représentent quand même une grosse partie des témoignages que je reçois, évidemment, pas tous les témoignages, hein. Il y a des personnes, des jeunes professionnels, des professionnels tout court, des personnes qui racontent que ça leur est arrivé dans un contexte complètement familial, dans un bar, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants, beaucoup de lieux fréquentés par des étudiants, même si la victime n'est pas étudiante. Sur ça, en fait, sur cette espèce de tâtonnement, il faut absolument fermer la porte et commencer à offrir des pistes, quoi. Et pour ce qui est des étudiants avec qui j'ai pu travailler, moi, pour la plupart des étudiants qui m'écrivent, me demandent en fait conseil parce qu'ils souhaitent organiser quelque chose de leur bureau estudiantin et me demandent si j'ai eu des signalements sur tel ou tel endroit et si je peux les aider à éventuellement contacter le lieu pour organiser quelque chose de façon beaucoup plus saine et sauve que ce qui se ferait normalement dans un contexte habituel où n'importe qui aurait accès ou où les personnes seraient en danger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de prise en compte de ce phénomène et on commence à se rendre compte qu'au niveau des femmes comme des hommes, comme toute autre orientation de minorité de genre ou orientation sexuelle, on se rend compte qu'on commence à réaliser en fait cette problématique, réaliser que c'est partout autour de nous, parce qu'avant on avait cette espèce d'habitude de se dire oui mais moi ça m'arrivera pas, oui mais ça arrive aux personnes qui sont elles-mêmes droguées, oui mais ça arrive dans des endroits de rave qui sont dangereux. On se rend compte qu'en fait ça arrive partout, que les agresseurs en fait sont parmi nous, que c'est pas des gens qu'on peut distinguer de loin, et que c'est malheureusement à l'heure actuelle la seule solution qu'en tout cas trouvent ces étudiants, et ça me brise le cœur, c'est de faire attention eux-mêmes parce qu'on les responsabilise eux et qu'on responsabilise pas pour l'instant en tout cas les agresseurs. Et la prise de contact que j'ai eue, c'est vraiment d'essayer de s'assurer que tel ou tel lieu n'est pas dangereux et d'être l'intermédiaire avec les bars ou les endroits de concert ou de festivals pour décider de comment on pourrait faire en sorte que ce soit un peu plus safe pour ces étudiants, quoi. Je voudrais... Oui, est-ce que j'ai la... Je voudrais juste rebondir. Vous m'entendez là?
Oui. Oui, d'accord. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de chiffres, si, je suis désolée, il y a des chiffres. Vous allez sur le site de l'ANSM où chaque année, il y a un rapport sur la soumission chimique et la vulnérabilité. Ce sont les cas qui sont, dont une partie avait déposé plainte, et puis il y a d'autres qui appellent les structures pour des renseignements, certaines que j'ai eues et d'autres collègues. Mais pour vous dire qu'il y a plus de 50% des cas pour lesquels on ne peut pas dire s'il y a vulnérabilité, s'il y a soumission chimique, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir poser un diagnostic. C'est quand même un diagnostic qu'il faut poser, c'est clair. Après, il y a beaucoup de, je dirais, les rapports qui sont produits chaque année, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de sujets, des victimes, jeunes, moins jeunes, qui ne déposent pas plainte pour des raisons que vous avez citées, hein, culturelles, familiales, entourage, professionnel et autres. Et il y a aussi le fait que la police ne prend pas toujours la plainte parce que quand ça se passe dans un endroit où on ne peut pas identifier un auteur des faits, là, la police n'ira pas faire de prélèvement ni… voilà. C'est un peu l'explication que j'ai pu, je dirais, conclure. Mais sinon, si vous dites qu'il y a un tel qui m'a agressé, qui m'a violée, peut-être que j'ai été soumise, normalement, et c'est ce que je dis à tout le monde, si la police refuse, il faut aller déposer plainte au parquet. Là, la plainte, elle est prise. Et j'ai toujours dit que, bien sûr, pour les victimes que j'ai pu avoir, de refuser la main courante. Parce que la main courante, comme vous l'avez dit, ça ne va pas plus loin que sur le registre. Ça reste sur le registre, on le ferme et puis c'est passé à autre chose. Bien sûr, après, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par l'ANSM à certains moments au début des années 2000, justement pour essayer de trouver une méthode préventive pour les victimes, c'est-à-dire quand elles sont en soirée, quand elles font la fête, et s'il y a quelqu'un… Enfin, on voulait travailler sur le médicament, puisque l'ANSM travaille sur les substances médicamenteuses et non médicamenteuses, pour essayer d'apporter une modification. D'ailleurs, ça a été fait pour le Rivotril, la solution buvable, qui a été à laquelle on a rajouté une coloration. Mais quand vous mettez du coca, vous ne voyez rien. Quand vous prenez du café et que vous mettez le produit dedans, vous ne voyez rien. Donc, c'est vrai que les groupes de travail avaient réfléchi sur essayer de faire en sorte qu'il y ait, je sais pas, des débris au fond du verre, une différente coloration, un goût. Mais si on doit rajouter ça pour les médicaments, ça va modifier complètement le rôle, la fonction du médicament pour lequel il a été synthétisé. Voilà, donc des choses ont été faites, mais c'est vrai que ces dossiers, puisque moi-même je les avais présentés, c'était à la Commission nationale des stupéfiants où il y avait des représentants de la justice, de la gendarmerie, et on avait posé ce problème-là qu'il fallait développer cette activité, en tout cas l'activité de recensement et de prise en charge, puisqu'il y a quand même une circulaire en 2002 pour la prise en charge des victimes dans les établissements hospitaliers. Sauf que tout le monde va reposer la question qui va payer les analyses. Même au niveau de l'hôpital, la question se pose. Donc, je pense qu'il faut peut-être agir plus haut pour qu'il y ait une réelle prise en charge avec analyse, prélèvement et analyse toxicologique. Bien sûr, ça sera le médecin qui va apprécier s'il faut ou pas demander tel ou tel examen en fonction des délais de consultation. Si on a dépassé les délais, ce n'est pas la peine de les faire. À ce moment-là, on fera que les analyses capillaires, mais je pense que c'est très important puisque vous avez fait toutes les démarches qu'il faut et ce n'est pas encore suffisant. Donc, je pense qu'il va falloir travailler sur l'aspect financier des analyses toxicologiques. Et là, je pense que ça sera vraiment très, très important. Alors, si je peux juste du coup rebondir vite fait, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des chiffres. Moi, ce que je dis, c'est justement que ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité, parce que l'écrasante majorité des personnes n'arrivent malheureusement pas à avoir une analyse, et que donc à l'heure actuelle, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui est administré, et on ne sait pas vraiment combien de personnes sont victimes. C'est d'où l'intérêt, en fait. Si vous regardez les rapports, il y a plus de 50% des dossiers pour lesquels on ne peut pas étiqueter soumission ou vulnérabilité chimique parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations.
Parce qu'il faut quand même donner une réponse à la victime. On Des va personnes laisser- qui n'arrivent juste pas à être prises en charge, en fait, tout simplement, ni à l'hôpital, ni au niveau de la police. Oui, Du coup, le médecin traitant, la formation du médecin traitant aussi. Ouais. On va peut-être pas Faut partir y en aller. débat. Ouais. Il y avait Héroïne qui souhaitait compléter également sur ce sujet, donc on va peut-être avoir un troisième avis. C'est moi qui tranche. Non, en fait, je vais compléter aux associations étudiantes. Donc, il y a le côté en interne, délier la parole, travailler sur les stéréotypes, comme l'avait proposé aussi Cindy, se former, se renseigner, et puis, effectivement, hein, aller vers toutes les sources d'informations pour pouvoir mieux communiquer et puis voilà, parler du sujet. Mais il y a aussi un aspect politique, comme le propose Balance ton bar Paris, c'est aussi d'interpeller, et puis aussi Madame Gézard, c'est aussi d'interpeller plus haut. Les étudiants sont aussi une force déjà numérique en fait, hein, et principalement concernés, principalement ciblés par les agresseurs. Et donc, ils peuvent aussi interpeller le gouvernement, écrire au ministère pour demander à ce que des moyens soient mis en place. Nous, on a listé ces moyens, comme je le dis tout à l'heure, dans la pétition, et notamment une des demandes aux hôpitaux pour que les hôpitaux aient donc les moyens de faire les analyses, parce que comme l'a dit Madame Gézard, ce sont des analyses coûteuses. Donc évidemment, c'est distribué avec parcimonie. Enfin voilà, si on peut éviter de les et puis aussi de former son personnel, parce que les médecins ne sont pas formés, ça doit être évoqué dès la fac de médecine, ça doit être au programme, les violences sexistes et sexuelles doivent être au programme dès la fac de médecine, et ça doit revenir du personnel médical qui se retrouve voilà, le plus au contact avec ce type, en tout cas, on va dire, de population, mais même d'un point de vue général, tous les soignants et soignantes. Et voilà, donc les moyens aux hôpitaux, en priorité, en urgence, parce que c'est là que vont être reçus et soignés, et que le processus va être enclenché. Et puis, évidemment, des moyens, comme l'a dit aussi Balance ton bar Paris, à la justice, quoi, parce que c'est inadmissible d'entendre non, on ne peut pas vous ordonner un test capillaire parce qu'il y a 11 plaintes et on n'a droit qu'à 10 tests. Voilà, c'est le genre de choses qu'on a entendu en novembre. Le commissariat avait le droit à 10 tests ou 9 tests, sauf qu'il y avait 11 victimes, quoi. Il y avait 11 plaintes, et 11 plaintes sur 70 personnes qui nous avaient contactés, quoi. Donc, voilà, donc on a une disproportion des moyens par rapport au phénomène, une disproportion des moyens dans tous les secteurs, à l'hôpital comme aussi dans le milieu police, justice, etc. Et puis aussi une disproportion des moyens pour les associations, pour continuer de faire de la prévention, pour parler du sujet. Donc, il faut absolument une campagne nationale qui brise l'omerta, et qu'on ne pense pas que ce soit que les bars, que ce soit que le GHB, que ce soit qu'un type de population. Ça, il faut absolument travailler là-dessus à tous les échelons. Voilà. Pardon. Donc, je conseillerais aux associations d'interpeller, d'aller interpeller, de demander des moyens. Et on sera... Ah, il y a Cindy qui a ouvert son micro, c'est que tu souhaites parler peut-être? Oui, merci beaucoup pour toutes vos interventions très pertinentes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on s'était contacté, Jérémy, par rapport à la FAGE, que pour effectivement le prochain GT qu'on organise le 30 mai, on a aussi besoin de vous, comme le disait Eina très justement, vous avez une grosse force de frappe, et que, comme le disait Mme Gézard, le nerf de la guerre, c'est les budgets. Donc, ça se joue au niveau ministériel. Alors, malheureusement, en ce moment, c'est très compliqué vu qu'on est en pleine campagne présidentielle, mais ça ne nous empêche pas de préparer la suite et effectivement de commencer
à grossir les rangs tous ensemble pour pouvoir amener justement ce sujet de manque de moyens, de manque de budget, enfin tout simplement de fléchage des budgets qui devraient être cohérents avec les politiques annoncées en début de mandat et qui ne le sont pas. Et, heu et voilà, donc voilà, on vous invite à venir nombreux, qu'on puisse arriver avec une grosse force de frappe et réexpliquer, à toutes ces institutions qui connaissent le problème, mais à leur faire voir qu'on est, toutes et tous mobilisés, associations, écoles, hôpitaux, professionnels du secteur de la fête, voilà, enfin c'est et enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un gros besoin de mobilisation, une grosse mobilisation si on veut avoir une chance, de pouvoir, avoir un budget, des budgets alloués en fait, dans chaque ministère parce que ça va se jouer dans chaque ministère et aussi, sur, effectivement, la question, de la formation, de la police et des moyens, de prise en charge aussi au niveau, du commissariat. Il y a des choses qui se font, hein, à Colmar, ils ont mis, tout un processus en place, la préfète, a mis, tout un processus en place d'accueil, des victimes au sein du commissariat. Il y a un système, de fléchage quand on rentre, c'est-à-dire que si on a été, victime de viol ou d'agression sexuelle, on ne passe pas par l'accueil, on va directement, vers une salle dédiée où on va avoir, des professionnels, enfin des personnes de la police qui ont été formées par des professionnels à l'accueil et au recueil de la parole des victimes, où on va aussi pouvoir s'occuper des enfants parce que si on est une maman et qu'on arrive avec 3 enfants, ben, on va pouvoir, mettre les enfants à côté. Enfin voilà, c'est tout un process avec, directement, déposer sa plainte à l'OPJ concerné parce que ça aussi c'est un souci, c'est que quand on arrive au commissariat, en général on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe et cetera. Enfin voilà, il y a tout un puis il y a un gros coup de pied à mettre, toute une réorganisation qui va passer par effectivement, la question, budgétaire, qui est le nerf de la guerre et ça ne passera que par, une très, très grosse, mobilisation, de tout le monde, quoi. Merci. Juste, on a eu une question dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est que avant de se laisser chacun un petit mot de conclusion, je vais vous poser la question et qui est libre à chacun de répondre. C'était, alors ça a été posé il y a un petit moment, mais c'était au-delà de l'information et de la réorientation, est-ce que vous avez des conseils, des choses pratiques à mettre en place dans les événements? Qu'est-ce que vous pensez des dispositifs préventifs qu'on voit de plus en plus? Exemple, capuchons de verre qui sont utiles, mais remettent peut-être encore la charge de la protection sur les victimes. Qui veut répondre? La première personne qui souhaite désactiver son micro. Et Ina, je pense que moi j'en ai marre de répondre à cette question, je veux bien que tu réponds. Ok, je réponds. Alors, en ce qui concerne les capuchons verts, effectivement, si les personnes sont plus sûres avec un capuchon vert, voilà, mais ça ne garantit pas la sécurité parce que comme on l'a vu là, ces dernières semaines, dans beaucoup de villes, les personnes qui agressent redoublent d'inventivité et passent par des seringues ou on ne sait pas avec quels outils, en tout cas, ils agressent. Donc, c'est toujours reporter la responsabilité sur la victime en plus. De devoir se protéger, se prémunir, etc. Donc, on n'est pas forcément favorable à faire la promotion de ça. Si les personnes veulent s'en munir, voilà, hein, tout le monde a le droit de vouloir se défendre comme il le souhaite, bien sûr. Mais ce n'est pas lutter contre l'impunité des agresseurs et deux, c'est encore responsabiliser les victimes. Je voudrais aussi revenir sur le combat ou de lieux qui pourraient être sûrs. Aucun lieu ne peut se garantir d'être sûr à 100%. Même si un lieu fait de la prévention, forme son personnel, fait tout ce qu'il faut faire, on va dire, va suivre tous les conseils recommandés par les associations et essaye de mettre en place vraiment un bon protocole de sécurité, de prise en charge, etc. Ça ne garantira jamais
qu'un lieu sera sûr à 100%, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, parce que plus ça rentrera dans les mœurs, en fait, dans les habitudes, et plus ça permettra de déconstruire aussi certains préjugés, certains stéréotypes sur la responsabilité ou la responsabilisation des victimes. Voilà, donc ça c'est pour répondre aux capuchons. Maintenant, les associations peuvent aussi demander aux lieux où elles souhaitent organiser des événements, comment on a formé les étudiants ou étudiantes, mettre en place un affichage un peu spécial pour ces soirées-là, peut-être. Ça donnera peut-être envie au lieu de conserver cet affichage de manière pérenne, de vérifier aussi quel est un peu l'état d'esprit du lieu par rapport à ce problème pour tâter un peu le terrain, savoir si les personnes vont dire « Ah, bah nous, c'est pas notre souci, vous faites ce que vous voulez » ou au contraire, s'ils vont être particulièrement sensibles au sujet. Donc, on conseillerait aux associations voilà, d'établir un dialogue là-dessus et d'obliger, enfin de mettre en place quelque chose, en tout cas, pour ces événements associatifs pour ces fêtes d'étudiants, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place et que ce soit pris en compte et ça va permettre de changer comme ça les habitudes petit à petit. Moi, je pourrais ajouter un mot. On espère. capuchon là, il n'a pas fait l'effet escompté parce que ça a été adopté il y a plusieurs années et ça n'a pas donné des résultats comme on l'espérait. D'une part, pour moi, la prévention, c'est de ne pas perdre de vue son verre, c'est de se faire servir devant vous, c'est-à-dire qu'on ne vient pas avec le plateau avec des verres, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, il faut vraiment une traçabilité, si j'ose dire, de la consommation que l'on boit depuis le moment où on vous verse jusqu'au moment où vous le déposez. Si vous le déposez pour aller aux toilettes et revenir, ne le reprenez pas. C'est surtout ça. Et puis, s'assurer aussi pour le retour, pour rentrer, parce que souvent, c'est à la sortie des boîtes que les choses se passent. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas, avec les associations, on peut toujours organiser quand il y a des fêtes pour qu'il y ait, il ne faut jamais sortir seul, il faut être en groupe pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui veille sur les autres parce qu'à un moment donné, on perd de vue la victime potentielle. Voilà, c'est surtout ça. Les autres, ils disent, on ne l'a pas vue, on l'a perdue de vue, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, alors qu'elle est peut-être à l'extérieur ou peut-être dans les toilettes. Voilà, ne pas rester isolé, ne pas rester seul et garder un œil sur sa consommation. Et puis, se faire accompagner par des gens de confiance. On va pas forcément aller plus loin sur la question, vu que ça fait maintenant 1h25 qu'on est ensemble quand même. Donc, peut-être que je vais vous laisser la parole à chacune, si vous le souhaitez bien, pour conclure sur soit un sujet qu'on n'aurait pas forcément abordé, soit sur la question, soit sur une dernière recommandation, enfin voilà, ou simplement en disant au revoir, c'est possible aussi. Je ne veux surtout pas vous forcer à parler. Peut-être que Samira, tu peux commencer, vu que tu as fini, et puis comme ça, on fera chacun dans l'ordre. Oui, je ne sais pas quoi conseiller. Je dis, comme je l'ai dit à vos collègues, ceux qui m'ont contacté, donc je reste à la disposition des associations et des collectifs. S'il y a besoin de former, je peux former, puisque je donne des cours déjà sur la soumission chimique pour les médecins. Voilà, donc, et s'il y a des questions, moi, je suis à la disposition des victimes, de l'entourage des victimes, parce que des fois, ce sont les amis qui m'appellent, hein, parce que la personne n'a pas osé, elle n'était pas bien, et donc je peux orienter de cette façon-là. Le reste, moi, je dis, allez-y pour faire secouer les choses et aboutir à quelque chose d'un niveau supérieur. Merci beaucoup. Peut-être Balance ton bar Paris. Alors moi, donc à mon échelle, je conseille à toutes les personnes qui se sentent concernées et qui devraient être tout le monde par ces problématiques-là de ne pas hésiter en fait à interpeller les députés des départements, des personnalités qui auraient en tout cas une importance politique ou en tout cas peut-être judiciaire, juridique à l'échelle de là où on habite, la mairie, peu importe, interpeller vraiment autant que possible les gens autour de vous, à faire de la sensibilisation, c'est-à-dire si par exemple vous êtes
dans un cercle de famille ou d'amis qui n'est pas tout à fait au courant de tout ça pour une raison ou une autre, de les sensibiliser, de les envoyer vers des ressources, de leur parler en fait de cette problématique-là. Moi, ma porte reste ouverte. En tout cas, si vous avez des témoignages, n'hésitez absolument jamais à m'écrire. Je suis là pour vous écouter, même si vous ne voulez pas partager le témoignage, à savoir que peut-être que 10% sont partagés, publiés, la plupart restent juste des communications parce que les personnes ont besoin de parler. Et si vous êtes des personnes mineures qui ne peuvent pas s'exprimer au niveau de leurs parents ou parler à leur cellule familiale, parce que j'en ai aussi beaucoup dans mes messages, n'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance autour de vous, que ce soit à l'école ou que ce soit les parents d'une amie, qui saura peut-être quoi faire, à votre médecin généraliste si vous pouvez prendre rendez-vous tout seul. Vous pouvez même parler à quelqu'un dans un autre milieu, mais à qui vous faites confiance, qui pourra vous orienter. Et sachez que vous n'êtes jamais responsable, que vous soyez mineur ou pas, parce que j'ai beaucoup de personnes mineures qui me disent « oui, mais je suis sortie, je suis mineure, je ne devais pas sortir ». La pénalité, la punition pour sortir dans un lieu festif alors qu'on est mineur n'est pas la soumission chimique, n'est pas l'agression sexuelle, n'est pas le harcèlement. Donc moi, c'est sur ça que je veux insister. N'hésitez pas à interpeller, n'hésitez pas à sensibiliser autour de vous. Et si ça vous est arrivé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais que vous ressentez toujours le besoin de parler, n'hésitez absolument pas à écrire à Balance ton bar Paris et je vous répondrai et je vous apporterai l'aide que je peux vous apporter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de tout le travail aussi que tu fais pour tous et toutes. Héroïne, du coup, comme ça sera Cindy qui pourra finir. En fait, tout a été dit. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. La FAGE, c'est voilà, on est super contente de pouvoir transmettre le message et puis surtout transmettre notre soutien à toutes les personnes qui auraient pu être victimes de violences, quelles qu'elles soient. On est là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association comme l'a évoqué Balance ton bar Paris. Voilà, juste vous remercier. Et soutien à vous toutes. Super. Ensuite, c'est Act Right. Et puis on laissera la parole peut-être à Bleuène à la fin. Merci beaucoup, effectivement, merci beaucoup de l'invitation. Oui, moi, je vais peut-être essayer de donner quelques conseils pratiques si on veut organiser une fête étudiante. Alors, tous ne sont pas aussi simples à mettre en place, mais je pense que la première chose, si vous y arrivez, c'est peut-être effectivement de nommer des référents au sein de vos associations sur ces questions-là, qui puissent aller se former sur l'accueil des victimes, le recueil de la parole et sur la question de la soumission chimique, la vulnérabilité chimique et tout simplement sur les produits, hein, en fait, en eux-mêmes, et de savoir les repérer et savoir comment prendre en charge une victime. Parce que la question de la prise en charge de la victime passe aussi par l'état de la victime, avant toute chose. Donc, si vous arrivez à faire ça, déjà, c'est bien. Après, il y a d'autres choses qui sont mises en place. À Paris, je pense notamment à l'association Charonne, qui déploie un dispositif où on peut aller faire tester ces produits avant d'aller en soirée. Donc, il faut s'y prendre. C'est un petit peu d'organisation, mais vous pouvez communiquer dessus. C'est voilà, bon, faut donner un petit peu de son produit, il faut y aller 15 jours en avance, etc. Mais si vous savez que vous avez une grosse fête, etc., peut-être mieux prévenir que guérir. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la consommation personnelle de chacun, chacune. De bien penser à mettre des points d'eau potables, disponibles pour éviter les malaises au maximum. Et effectivement, d'avoir peut-être un petit stand et une cellule d'accueil pour les victimes et de communiquer dessus et de faire de la prévention au maximum et peut-être d'instaurer un système de signalement, peut-être si ce n'est pas à l'oral, parce que des fois, on ne sait pas à qui s'adresser, on n'a pas forcément envie de parler, etc. Mais il y a des choses très simples à mettre en place qui peuvent être anonymisées sur des questionnaires, qui peuvent être en ligne toute l'année. On dit pour faire remonter un certain nombre d'informations, vous les recueillir et demander effectivement aux victimes potentielles ou aux témoins potentiels qui peuvent faire remonter des informations, qu'est-ce qu'ils attendent de ce signalement, comment vous pouvez les aider suite à ce signalement et si ils en ont envie ou pas, parce qu'ils n'en auront peut-être pas envie.
Écoutez, mon devoir me dit de conclure. Donc, en tout cas, merci à tous et toutes de votre présence. J'ai vraiment hâte de continuer de travailler avec chacun et chacune d'entre vous. Je vais laisser la parole juste à Bleuhen, qui est là et qui était là depuis le début, qui a pu gérer la partie en ligne. Peut-être pour rappeler ce que nous, on compte faire à la FAGE, ce qu'on a peut-être déjà fait sur le sujet, et voilà, et comment est-ce qu'on va pouvoir continuer là-dessus. Donc, Bleuhen, je te drop le mic. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu positivement à notre appel. En effet, avec la FAGE et l'ensemble de notre réseau, on continuera à se mobiliser pour cette problématique. On ira faire du portage et on essaiera de s'associer afin de faire un consensus et d'arriver avec plusieurs acteurs et actrices qui sont concernés par ces problématiques-là pour pousser pour la formation des professionnels de santé, que ce soit les médecins, mais également les aides-soignants, les infirmières qui peuvent être parfois en première ligne, notamment sur les urgences. Parce que, en effet, quand quelqu'un arrive, il est nécessaire que cette personne soit prise en charge, ne serait-ce que pour les potentiels tests à faire, mais également pour des questions de santé mentale. Évidemment que les professionnels de la sécurité et du monde de la justice soient également sensibilisés et formés et que plus personne ne se retrouve à dire non, on refuse une plainte et que tout le monde puisse porter plainte et pouvoir laisser la possibilité aux personnes qui le souhaitent de porter plainte. On va aussi continuer à pousser pour notamment y a un remboursement qui puisse être fait et que quand il y a besoin d'avoir des tests médicaux, c'est juste pas possible de se dire qu'en France, en 2022, alors qu'on a on fait partie des meilleurs systèmes de santé au monde, il y a des fois, pour des raisons financières, quelqu'un qui ne peut pas avoir qui ne peut pas avoir d'analyse, qui ne peut pas être pris correctement en charge. Et ça, ce n'est pas envisageable. Et la FAGE continuera à se battre là-dedans. Et en tout cas, ce qu'on voulait rappeler pour le mot de la fin, c'est que les personnes, les victimes ne sont jamais coupables et n'hésitez pas à en parler. Et quand vous allez voir un professionnel, que ce soit de la justice ou un professionnel de santé, n'hésitez pas à donner toutes les informations et il n'y a rien vous ne serez jamais coupable et il n'y a rien qui pourra qui pourra dire que ça ne pourra pas être de votre faute. Donc n'hésitez pas à parler et peut-être que tous et toutes ensemble, on arrivera à faire bouger les choses. Eh bien, écoutez, on coupe le live Facebook. Merci à ceux qui nous ont suivis et merci à ceux qui sont venus jusque-là dans la rediffusion YouTube. Hop.